tous d'être venus. Depuis les dernières années, un peu partout dans le monde, vous avez sûrement vu, en fait, on voit un renouveau, en fait, de la lutte contre l'oppression des femmes. On a vu des mouvements pour le droit à l'avortement en Irlande, on en a vu en Argentine aussi, en Pologne, des gros mouvements. On a vu aussi la marche mondiale des femmes contre Trump depuis 2 ans à peu près. L'an dernier, en fait, on a vu pas moins de 6 millions de travailleuses et travailleurs qui sont entrés en grève en Espagne lors de la Journée internationale des femmes pour protester, en fait, contre les inégalités salariales et les violences sexuelles faites aux femmes. Donc, on voit de plus en plus une jeune génération qui entre sur la scène politique, qui souhaite lutter contre les inégalités et les violences auxquelles les femmes restent malheureusement confrontées de nos jours. On voit des gens qui veulent changer la société aussi, qui cherchent les bonnes idées pour y parvenir. Puis c'est pour ça que nous, à la Riposte socialiste, on prend part en fait à ce mouvement-là, puis on tient des événements comme aujourd'hui pour parler des idées des marxistes comme Rosa Luxembourg, comme Clara Zetkin, comme Alexandra Kollontai et bien d'autres grandes marxistes qui ont encore en fait leur pertinence aujourd'hui. Puis ces grandes dirigeantes socialistes se sont toujours battues pour l'émancipation des femmes, puis elles ont toujours lié en fait cette lutte-là à la lutte pour le socialisme. Puis avant d'entrer davantage en fait dans leurs idées, dans ce qu'on défend comme marxiste, je pense que c'est important de souligner que la lutte pour l'émancipation des femmes a toujours fait partie intégrante du mouvement socialiste. Au sein de l'Association internationale des travailleurs, la fameuse première internationale, il y avait la deuxième moitié du 19e siècle, il y avait toutes sortes d'idées qui se véhiculaient, notamment sur la question du travail des femmes, la place des femmes dans la société. Il y avait même des idées très, très réactionnaires, en fait. Il y avait certains disciples du socialiste Proudhon qui défendaient des idées vraiment très rétrogrades, très paternalistes sur le rôle de la femme, qui disaient que la femme ne serait pas faite pour travailler, tout ça. Puis Marx et Engels ont combattu, avec raison, ces idées réactionnaires. Ce qui fait que de plus en plus, en fait, on va voir les femmes prendre part au militantisme ouvrier et avoir un rôle de plus en plus important, un rôle dirigeant au sein du mouvement marxiste. Et en 1879, je ne sais pas si vous connaissez Auguste Bebel, en fait, qui est un socialiste allemand qui a été proche de Marx et d'Engels, qui va publier le premier ouvrage marxiste vraiment consacré exclusivement à la question de l'émancipation des femmes. Ça va s'appeler La femme et le socialisme. Puis évidemment, peut-être que quand on pense à des ouvrages sur l'émancipation des femmes, sur la question de l'oppression des femmes, on ne peut pas passer sous silence le fameux ouvrage de Engels, le grand collaborateur de Marx, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. C'est un ouvrage que je vous recommande tous, qu'on ne peut pas se tanner, quant à moi. Donc, c'est un ouvrage qui a été publié en 1884, puis en fait, Engels s'est basé notamment sur les manuscrits de Marx pour présenter une brillante explication vraiment matérialiste des origines de l'oppression des femmes. Et donc, c'est une explication qui est très importante parce qu'elle montre que l'oppression des femmes, c'est pas un phénomène qui est biologique, là, qui serait ancré dans la nature des hommes, par exemple, et qui ne pourrait pas faire autrement que persister de toute éternité. Non, au contraire, en fait, c'est plutôt un phénomène qui est social, un phénomène qui est historique, puis qui est lié à l'apparition des premières sociétés de classe avec l'apparition de la propriété privée. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que les femmes vont se retrouver marginalisées, relayées en marge de la société. Mais avant, en fait, les sociétés de classe, ce qu'on se rend compte, c'est que l'être humain a vécu pendant à peu près 98% de son histoire dans une société qu'on dit de communisme primitif, donc une société des sociétés de chasseurs-cueilleurs, où le travail de tous était vital pour la survie du groupe, et où est-ce que les membres des tribus se partageaient de manière égale, en fait, les fruits du travail collectif. Et dans ces premières sociétés-là, il y avait une division sexuelle du travail. Les hommes s'occupaient davantage de la chasse, et les femmes, parce que notamment elles enfantaient, c'était assez lourd, je présume, pour le corps, restaient plus souvent en
en retrait, mais pas en retrait de la société, parce qu'elles s'occupaient principalement de la cueillette, en fait. Puis dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ben, la chasse, c'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup, en fait. Donc la cueillette était vraiment plutôt ce qui était l'élément de subsistance. Et donc les femmes avaient un pouvoir politique important, en fait, dans les sociétés, ce qui donnait place à des sociétés assez égalitaires entre les hommes et les femmes. Mais lorsque les êtres humains vont se tourner vers la production agraire, hein, vont développer la production agricole et l'élevage aussi, ben, il y a environ 10 000 ans, on estime, ben, un surplus dans la production va pouvoir être créé pour la première fois. Puis au fil du temps, ben, certains qui vont avoir accumulé un surplus suffisant pour ne pas avoir à travailler, ben, et ils vont utiliser ce surplus-là pour faire travailler d'autres à leur place en leur offrant des compensations avec les surplus qu'ils ont accumulés. Ben, à ce moment-là, on va voir sur une longue période se développer la première division de la société en classe sociale, en fait. Et donc, dans ce changement-là, on va aussi voir le changement de produire et d'échanger entre les êtres humains. Puis, on va aussi voir là les origines de l'oppression des femmes, parce que, étant donné que le travail qui produit de la richesse, ça va être l'élevage et l'agriculture, ce qui va devenir maintenant le travail des hommes qui ont délaissé la chasse, ben à ce moment-là, ça va être ce travail-là qui va être le plus important, entre guillemets, parce que c'est ce qui va rapporter le plus, qui va permettre aux sociétés de survivre. Et à ce moment-là, le travail des femmes va être relégué, si on veut, va être moins important qu'elle l'était auparavant. Et auparavant, les sociétés étaient organisées de manière matrilinéaire, donc selon la lignée maternelle, parce que, ben, on ne peut pas être certain d'autre chose que le fait que les enfants ont une mère. On ne peut pas vraiment nécessairement connaître la paternité, donc c'est plus logique que les sociétés étaient organisées comme ça. Et aussi, dans ces sociétés-là, les relations de couple étaient assez égalitaires, assez lousses aussi. Hein. Il n'y avait pas de fixité là, des relations. Mais avec le changement de la production ben, et le rôle de plus en plus important que vont jouer les hommes, ben, ceux-ci vont commencer à vouloir léguer leurs terres, leurs outils à leurs enfants pour qu'ils puissent continuer à produire une fois que les hommes allaient mourir. Donc, éventuellement, on va transiter de la lignée maternelle à la lignée paternelle. Et donc, pour s'assurer de la paternité des enfants, parce que si les hommes veulent transmettre à leurs enfants, il faut qu'ils les connaissent, il faut qu'ils s'assurent de la paternité des enfants, ben à ce moment-là, on va chercher à contrôler les capacités reproductrices des femmes. Et c'est à ce moment-là que va apparaître la monogamie stricte pour la femme, toujours pour la femme, puis qui va être maintenant confinée à la vie domestique, coupée de plus en plus de la vie productive, de la vie sociale, et il va finir par être d'une certaine manière un peu l'esclave de l'homme. Et donc, ce qu'Engels va expliquer dans l'origine de la famille, la propriété privée et de l'État, c'est ce processus-là, hein, où est-ce que les femmes vont perdre de plus en plus d'importance, puis il va ultimement dire que c'est la première grande défaite du genre féminin dans l'histoire. Et donc, aussi peut-être mentionner que la monogamie va historiquement s'accompagner toujours de ces deux acolytes, hein, l'adultère et la prostitution. Ça va rarement, l'un va rarement sans l'autre. Puis avec tout ça, ben, on va avoir éventuellement, on va voir apparaître une fixité des genres, puis une fixité aussi ben, de l'hétérosexualité qui va devenir la norme sociale imposée. Et donc, ce qu'on peut voir avec ça, c'est que l'oppression des femmes, l'oppression de genre, l'oppression sexuelle, a des origines matérielles très concrètes, en fait. Donc, ça ne provient pas de nulle part, ça ne provient pas de la nature des hommes ou quoi que ce soit. Et ce qu'on peut, si on fait un saut dans le temps, si on arrive aujourd'hui, dans la société de classe actuelle, donc sous le capitalisme, on voit que les femmes ont été, si on veut, ramenées dans la sphère publique parce qu'on avait besoin, à un certain moment donné, de forces de travail supplémentaires. Puis on peut dire que d'une certaine manière, ça représente un pas en avant parce que en faisant maintenant partie de la classe ouvrière, ben, les femmes vont être amenées à pouvoir s'organiser davantage et demander plus de droits, revendiquer, lutter davantage. Puis, ce qui était un peu moins le cas aux époques passées.
Et d'ailleurs, la Journée internationale des femmes, qu'on célèbre à chaque année le 8 mars, dès sa création, en fait, s'inscrivait dans cette volonté de lutter pour les droits des travailleuses. Et donc, en 1910, c'est environ 99 femmes socialistes de plus de 17 pays, dont Clara Zetkin et Alexandra Kollontai, qui vont se réunir dans une conférence des femmes socialistes et qui vont fonder cette journée-là, cette journée de manifestation, de protestation pour les droits des femmes travailleuses. Et le but était assez clair à l'époque, c'était de rompre avec ce qu'on appelait les féministes de la bourgeoisie, en fait, qui cherchaient à séparer la lutte des femmes de la lutte des classes, de la lutte des travailleurs-travailleuses, et de créer un mouvement uni de toutes les femmes. Et à l'opposé, en fait, les femmes socialistes, elles, ce qu'elles mettaient de l'avant, en fait, c'était la nécessité d'avoir une lutte unie de toute la classe ouvrière contre l'oppression et contre le capitalisme. Peut-être que ça peut avoir l'air un peu particulier ce que j'explique, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, en fait, parce que vers la fin du 19e siècle, on va voir en Europe, principalement, toutes sortes de groupes, en fait, de femmes bourgeoises, des petites bourgeoises, donc des classes aisées, qui vont se former, en fait, pour lutter pour les droits des femmes, en particulier pour le droit de vote. Donc, les femmes de la bourgeoisie, les femmes petites bourgeoises, vont lutter pour avoir l'égalité avec les hommes, en fait. Mais ça voulait dire quoi concrètement? Il faut comprendre que à l'époque, la majorité des hommes n'avaient pas le droit de vote. Je pense qu'autour du 20e siècle, c'est environ 25% des hommes en Grande-Bretagne qui avaient la possibilité de voter. Pourquoi? Parce qu'il fallait être propriétaire. Il fallait avoir un certain pouvoir monétaire pour avoir une propriété. Puis en plus, il fallait payer un certain seuil, en fait, d'impôts. Donc, il fallait avoir beaucoup de revenus pour pouvoir voter. Donc, c'était seulement les hommes des classes aisées qui avaient la possibilité de voter. Puis donc, les bourgeoises et petites bourgeoises luttaient pour défendre le droit de vote, mais des femmes, mais ultimement, elles défendaient leur propre droit à elles, leur propre droit individuel. Et donc, c'est pour ça que les femmes socialistes vont s'organiser pour mettre de l'avant, en fait, le droit de vote, mais à un niveau supérieur, si on veut. Je ne sais pas si vous connaissez la fille de Marx, Éléonore Marx, qui a été une militante socialiste très active, qui a suivi les traces de son père, notamment dans le mouvement ouvrier britannique, en fait. Elle a milité beaucoup à l'époque. Puis elle expliquait, en fait, que la position marxiste, de manière très simple, elle expliquait que, ultimement, en dernière analyse, et je cite, « les objectifs des travailleuses et des bourgeoises sont très différents. » Puis ce qu'elle expliquait, en fait, c'est que bien que les marxistes appuyaient et luttaient pour les droits démocratiques pour les femmes, ben, leur approche était très, très différente, en fait, des groupes de femmes bourgeoises à l'époque. Ben, premièrement, les marxistes luttaient pour le suffrage universel, donc pour que tous les hommes et les femmes puissent voter, mais aussi, ces revendications-là ben, s'inscrivaient dans la lutte générale pour l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des travailleurs, dans une perspective de renverser le système capitaliste qui maintient les travailleurs dans l'exploitation et qui perpétue l'oppression des femmes. Et donc, les femmes marxistes, comme les hommes marxistes à l'époque, s'opposaient à l'idée selon laquelle toutes les femmes ont des intérêts communs et qu'on devrait unir toutes les femmes dans un même mouvement. Donc, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit les origines de la Journée internationale des femmes. Puis peut-être que ça semble un peu difficile de comprendre pourquoi les marxistes veulent tant maintenir l'unité de tous les travailleurs dans la lutte pour l'émancipation des femmes et donc maintenir ce qu'on appelle une position de classe, une unité de classe. En fait, il faut comprendre, peut-être si on pose la question différemment, si on regarde dans l'histoire, il est quasiment impossible, en fait, d'avoir une lutte unie de toutes les femmes sans qu'à un certain moment donné, il y ait des divisions qui apparaissent dans le mouvement des femmes sur des lignes de classe, justement. Donc, où est-ce qu'il y a une division entre les femmes des classes ouvrières et les femmes de la bourgeoisie? Donc, vous connaissez peut-être Clara Zetkin, justement, qui était une dirigeante socialiste allemande
dans le SPD, le Parti socialiste allemand notamment, au tournant du 20e siècle, puis qui va jouer un rôle vraiment important, hyper important en fait, pour la mobilisation des femmes dans la lutte révolutionnaire. Ben, Claire Zetkin est assez franche en fait quand elle parlait des femmes de la bourgeoisie, puis elle va dénoncer justement certaines, voire plusieurs organisations de femmes en Allemagne qui vont miser à tout prix sur l'unité des femmes, mais qui en même temps vont aussi être amenées à soutenir toutes sortes de positions réactionnaires, absolument contraires en fait aux intérêts des travailleuses, même des fois aux intérêts pour le droit de vote. Puis elle va notamment critiquer une organisation en particulier, l'Union des femmes radicales, qui était une organisation petite bourgeoise, qui, lors d'une élection en 1903 à Hambourg notamment, l'organisation va appuyer un candidat qui était en faveur de l'émancipation des femmes, mais seulement des femmes plus aisées. Contre qui? Contre Bebel, en fait, dont je vous ai parlé tantôt, qui est un marxiste qui mettait la question de l'émancipation des femmes en avant-plan. Puis Clara Zetkin avait beaucoup d'admiration pour Bebel. Et donc, on voit que puis Bebel mettait de l'avant l'importance du droit de vote universel. Et donc, on voit que selon cette ligne de classe-là, les femmes petites bourgeoises préféraient appuyer un candidat petit bourgeois que d'appuyer Bebel sur cet enjeu-là. Et Zetkin va aussi critiquer une autre organisation petite bourgeoise qui va même aller jusqu'à appuyer un candidat libéral qui était contre le droit de vote des femmes, en fait. Donc, on voit que c'est complètement ridicule d'avoir ce genre de position-là. Puis, avec ça, c'est un exemple clair, en fait, du fait que derrière, en fait, la supposée unité des femmes ou l'unité des intérêts communs des femmes, il se cache des divisions importantes. Puis, pour enchaîner sur ça, le meilleur exemple qu'on peut peut-être donner, en fait, de cet élément-là, c'est l'histoire du mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne, en fait. Donc, ce qu'on va voir au tournant du 20e siècle, justement, c'est le fait que les suffragettes britanniques qui s'étaient organisées autour d'une organisation en particulier, en fait, vont finir par se diviser sur des lignes de classe. Donc, il y avait les femmes qui militaient pour lier la lutte pour le droit de vote des femmes à la lutte du mouvement ouvrier en entier. Comme Sylvia Pankhurst, que vous connaissez peut-être, elle a fini par aller participer à la fondation du Parti communiste britannique. Puis Sylvia Pankhurst et l'aile ouvrière, qu'on pourrait dire, de l'organisation des suffragettes, va finir par être expulsée, en fait, de l'organisation qui avait été fondée en 1903 par Emmeline Pankhurst, qui est la mère de Sylvia. Puis, ce que Emmeline disait, elle, c'est qu'il fallait absolument maintenir l'indépendance des suffragettes face au mouvement ouvrier parce que elle disait qu'il s'agissait simplement d'une lutte des femmes pour toutes les femmes. Et ce qu'on va voir, c'est que, ultimement, au moment décisif, les choses vont changer. Donc, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les suffragettes vont mettre fin à tous leurs moyens de pression, en fait, puis vont devenir les plus ferventes partisanes du gouvernement britannique puis de l'effort de guerre. Et le premier ministre de l'époque va même solliciter, en fait, l'aide d'Emmeline Pankhurst et va même financer des manifestations pro-guerre du mouvement des suffragettes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la Première Guerre mondiale, c'était une guerre des puissances impérialistes pour le repartage du globe. Puis, Emmeline Pankhurst, elle avait choisi son camp, en fait. Elle avait choisi de soutenir l'envoi des travailleurs au front qui allaient mourir pour les intérêts de la bourgeoisie britannique. Et donc, soudainement, le slogan de l'unité des femmes avait complètement disparu. Puis même elle va même dire qu'il fallait s'unir aux hommes britanniques pour lutter contre l'Allemagne, qui était soi-disant une nation masculine. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Puis après la guerre, en fait, ce qu'on va voir, c'est que Emmeline Pankhurst, puis sa fille aussi, Christabel, qui était restée du camp de sa mère, il y a une grosse scission de famille. Emmeline va finir par adopter des positions très réactionnaires, des positions antisyndicales notamment. Puis elle va être parmi les premières femmes à pouvoir se présenter aux élections britanniques pour nul autre que le Parti conservateur. Et donc, avec cet exemple-là, je pense qu'on voit en fait pourquoi
les socialistes, on s'oppose aux tentatives de créer un mouvement uni de toutes les femmes. Parce que c'est faux, en fait, de prétendre que les femmes ont tous les mêmes intérêts, parce que, avec les exemples que j'ai mentionnés. Et en fait, créer des organisations de toutes les femmes, bien, ça fait seulement lier les travailleuses aux intérêts des bourgeoises ou petites bourgeoises qui, ben, à un certain moment donné, ne peuvent pas ou ne veulent pas même mener la lutte dans le meilleur intérêt des travailleuses. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez peut-être Rosa Luxembourg. Notre dernière édition du journal est portée précisément sur Rosa, notre école marxiste aussi. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ses idées, ses écrits notamment, qui sont hyper intéressants, je vous invite à aller nous voir après l'événement. Puis Rosa, en fait, c'était une grande révolutionnaire allemande qui va être assassinée par les forces de la réaction en 1919. Et Rosa était assez acerbe, en fait, dans sa critique des femmes bourgeoises. Et je vais vous citer un peu ce qu'elle disait. Elle disait « Nombre de ces femmes bourgeoises qui agissent comme des lionnes dans la lutte contre les prérogatives masculines marcheraient comme des brebis dociles dans le camp de la réaction conservatrice et cléricale si elles avaient le droit de vote. » Et donc, ce que décrit Rosa, et l'exemple des suffragettes britanniques dont j'ai mentionné, je pense que ça peut s'appliquer aussi encore aujourd'hui quand on pense à des politiciennes comme Hillary Clinton, par exemple, qui va parler de solidarité féminine dans les élections pour titiller le vote des femmes, puis après, qui continue à défendre avec loyauté les guerres impérialistes et des positions complètement réactionnaires. Et aujourd'hui, quand on pense à l'émancipation des femmes, bon, c'est devenu un sujet majeur qui touche beaucoup de gens, qui touche des couches importantes de la classe ouvrière. Puis sous le capitalisme, en fait, il faut comprendre que l'immense majorité de la population, les travailleurs, travailleuses, vont travailler pour le profit d'une minorité de la population, donc la classe des patrons, la classe des capitalistes, qui s'enrichissent sur le dos de la majorité. Donc la classe des patrons, classe dominante, a tout intérêt en fait à ce qu'on ne voit pas les liens qui nous unissent, en fait, qu'on demeure un peu isolés les uns les autres, même en compétition les uns les autres, parce que pendant qu'on se divise comme ça, on ne challenge pas le pouvoir, leur pouvoir en fait. Et donc, ce qui fait que quand on ajoute à ça le sexisme, l'homophobie, le racisme et toutes les idées discriminatoires et réactionnaires dans la société, on voit que ça peut être utilisé justement pour faire tendre à la baisse les conditions de vie de l'ensemble des travailleurs. C'est d'ailleurs en ce moment un enjeu qui est assez important dans la lutte pour la rémunération des stages, qui va tomber en grève, peut-être que vous êtes bientôt en grève dans les prochains jours. En fait, ce qu'on voit, c'est que les milieux traditionnellement féminins, les domaines du care, ou ce qu'on appellerait le domaine du care, sont les milieux où on retrouve le plus de stages non rémunérés. Et on voit que les préjugés sexistes persistent, en fait, puis ils font justement tendre à la baisse les salaires ou faire en sorte qu'il y ait des stagiaires qui ne soient pas rémunérés. Donc, on voit que ça renforce l'exploitation. Et ultimement, les patrons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent forcer, en fait, les travailleurs à accepter des diminutions de salaire ou des baisses de conditions de travail en les menaçant de les remplacer justement par des travailleurs qui sont lourdement opprimés, qui ont besoin absolument d'une job et qui vont, à ce moment-là, payer moins cher. T'sais. Et donc, ce qu'on peut voir avec ça, c'est qu'il n'y a pas de travailleurs, en fait, qui profitent de l'oppression d'une partie de la classe ouvrière ou qui en extirpent un privilège. Et même les travailleurs qui, par exemple, sur des lieux de travail, perpétuent des préjugés ou des attitudes discriminatoires, sexistes, misogynes, tout ça, ultimement, ils finissent par s'aliéner, en fait, leurs collègues qui sont visés par ça, et ça rend ensuite assez difficile de s'unir, ça rend difficile les actions syndicales communes avec ces collègues-là, et donc, ultimement, ça nuit à la capacité de toute la classe ouvrière, à tous les travailleurs de lutter contre les patrons, et donc, ça nuit à leurs propres intérêts aussi, à ces travailleurs-là. Donc, il n'y a personne qui gagne à perpétuer ces comportements-là. Donc,
à part les patrons, qui pendant ce temps-là, ben, ils s'en lavent les mains, puis ils divisent pour mieux régner. Puis, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'inverse aussi, quand les travailleuses et les travailleurs ben, s'unissent et luttent ensemble contre les patrons, ben, ça crée un réel rapport de force, puis tout le monde en bénéficie ultimement. Et donc, nous, ce qu'on explique, c'est que l'émancipation des femmes, c'est pas une question qui concerne uniquement les femmes, et même chose pour les autres formes d'oppression, en fait. Puis, à l'époque de Luxembourg, à l'époque de Zetkin, il y avait déjà des féministes qui décrivaient l'injustice envers les femmes en termes de privilèges ou d'avantages que les hommes auraient au détriment des femmes. Mais le problème avec ça, c'est que ça masquait le fait que la majorité des hommes, la majorité étaient des travailleurs ou des paysans pauvres, en fait, qui profitaient d'aucune manière de l'oppression des femmes. Évidemment, ils n'avaient peut-être pas à subir les mêmes pressions que les ouvrières, mais ça ne les rendait pas pour autant plus privilégiés. Donc, on voit un peu la nuance. Et en fait, ce que les marxistes, nous, ce qu'on met de l'avant, en fait, sur cet enjeu-là, c'est que chaque attaque contre une couche de la classe ouvrière, ben, ça nuit à la classe ouvrière dans son ensemble parce que ça fait juste diviser, en fait, les travailleurs sur des lignes qui, ultimement, sont contre leurs propres intérêts. Et donc, nous, ce qu'on met de l'avant, puis c'est ça pourquoi on milite, en fait, c'est pour que le mouvement ouvrier en entier lutte contre chaque oppression, chaque forme d'oppression. Notre slogan, nous, c'est une attaque contre un, ben, c'est une attaque contre tous. Une attaque contre une, c'est une attaque contre tous. Et je ne sais pas si vous connaissez, moi, la dernière que je n'ai pas mentionnée. Donc, Alexandra Kollontai, en fait, c'est une militante socialiste russe qui va devenir la première femme à se présenter, à avoir un poste, qu'on pourrait dire un poste de ministre. Elle était commissaire du peuple aux services sociaux dans le premier gouvernement des Soviets après la révolution russe de 1917. Puis elle va beaucoup écrire sur la question de l'émancipation des femmes et aussi sur la libération sexuelle. Et ce que Kollontai expliquait, je pense que ça l'explique bien un peu ce qu'on entend par les marxistes quand on parle des liens qui unissent les travailleurs et les travailleuses. Et je vais la laisser parler à ma place. Elle dit « Les femmes et leurs camarades masculins sont asservis dans les mêmes conditions sociales. Les mêmes chaînes honnies du capitalisme oppriment leur volonté et les privent des joies et des charmes de la vie. Il est vrai que les aspects spécifiques du système actuel font reposer un double poids sur les épaules des femmes, comme il est vrai aussi que les conditions du travail salarié font des femmes des rivales, des concurrentes des hommes. Mais, dans ces conditions défavorables, la classe ouvrière sait qui est coupable. » Ce qu'on peut voir avec ça, c'est que Kollontai, elle va rajouter par la suite, en fait, que pour les travailleuses, et je cite, il n'importe pas de savoir qui est le maître, qu'il soit un homme ou une femme. Donc, Kollontai maintenait une position de classe et ciblait ce qui était commun aux travailleuses et aux travailleurs, c'est-à-dire leur exploitation économique par la classe capitaliste. Et une fois que j'ai dit ça, bon, peut-être que vous avez pensé à ça, ou je sais pas, mais des fois, on entend des gens dire « Ah, vous les marxistes, vous vous intéressez seulement à l'oppression des travailleurs, vous vous intéressez seulement à la question de classe, hein, la fameuse question de classe. » ben, on commence en disant que c'est pas vrai, parce qu'on ne considère pas que la classe ouvrière, c'est un groupe privilégié ou un groupe plus opprimé qui mériterait plus notre attention. C'est pas ça du tout qu'on dit. En fait, être marxiste, pour nous, c'est clair, c'est nécessairement vouloir lutter contre toute forme d'oppression. La question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on peut lutter efficacement contre l'oppression, en fait. C'est la question qu'on met de l'avant. Puis, quand on retrace les origines de l'oppression systémique des femmes, et aussi quand on regarde les racines matérielles de l'oppression, ben, on constate que les idées et les comportements réactionnaires, discriminatoires, ne sont pas innés dans nos esprits ou n'apparaissent pas spontanément dans nos têtes. Ce que la méthode matérialiste des marxistes nous permet de comprendre, c'est que les idées et les comportements individuels s'enracinent toujours dans un contexte économique qui les conditionne. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que depuis
depuis quelques années, on voit ressurgir le discours de l'extrême droite, en fait. On a assisté depuis 2008 à la plus grande crise économique qu'on a connue depuis les années 30 et qui peine d'ailleurs à s'en sortir. On prévoit une prochaine récession très rapidement. Et ce contexte-là, en fait, affecte la conscience politique des gens. Et donc, il y a des assises matérielles au discours haineux, au discours misogyne, raciste, transphobe, etc. Les gens perdent leur emploi, les salaires stagnent, l'austérité est à l'ordre du jour partout, et face aux problèmes économiques, ben, on cherche des coupables. C'est souvent ça qui arrive. Puis, donc, tant qu'on est soumis au cycle de crise et de boom économique qu'on a en ce moment, qu'on sera soumis aux aléas du marché, avec les pénuries, avec les hausses des prix, avec le chômage, avec les fermetures d'usines, comme on voit un peu partout, ben, tant qu'on ne parviendra pas à répondre aux besoins de base de la population, bref, tant qu'on va rester sous le système capitaliste, ben, il va toujours rester un contexte matériel pour que les idées barbares, les idées réactionnaires fassent surface à un moment ou à un autre. Et on peut voir aussi comment ce contexte-là va être alimenté souvent par des politiciens bourgeois comme notre premier ministre François Legault qui va chercher à mousser ses appuis en monopolisant un discours raciste qui va se faire notamment en attaquant les droits des femmes musulmanes, comme on le voit en ce moment avec la question des symboles religieux. On le voit aussi avec Donald Trump en ce moment, où, depuis qu'il est élu, hein, qui n'arrête pas de mettre le problème sur les musulmans, sur les migrants latinos et tout ça. Donc, ceci dit, nous, ce qu'on dit, c'est que pour lutter contre l'oppression, pour lutter efficacement contre l'oppression, ben, il faut se défaire des racines matérielles de l'oppression, donc il faut renverser le système capitaliste. Et donc, c'est pour ça qu'on met de l'avant la question de classe. Et donc, c'est parce qu'au fondement des oppressions, il y a une exploitation économique. Sous le capitalisme, les profits accumulés par les patrons correspondent à une partie du travail qui est arrachée aux travailleurs, le travail qu'on ne leur paye pas, en fait. Puis c'est ça qu'on nomme l'exploitation. Et donc, ça veut aussi dire que la classe ouvrière, hein, qui représente l'énorme majorité de la population dans tous les pays, est dans une position unique, si on veut, à cause de son rôle particulier dans la production qui peut justement paralyser le système. Marx disait que il n'y a pas une ampoule qui ne brille, il n'y a pas une roue qui tourne sans la volonté, sans le pouvoir de la classe ouvrière. Et donc, les travailleurs, tout le monde ensemble, quand on s'unit justement, on a le pouvoir d'arrêter la production, de paralyser, de frapper là où ça fait mal, là où les capitalistes détiennent leur pouvoir. Et donc, ce qui nous amène à considérer que seule la classe ouvrière, unie dans la lutte, peut renverser le capitalisme. Et c'est pour ça qu'on adopte le point de vue de classe, et c'est parce qu'on veut finir ultimement, on veut en finir une fois pour toutes avec les racines matérielles de l'oppression. Puis je pense aussi que c'est important d'insister sur le fait que, de manière réciproque, de manière dialectique, comme on pourrait dire, la meilleure façon, en fait, de lutter contre les idées, les comportements misogynes, racistes, etc., c'est au travers une lutte commune contre les patrons et pour le socialisme. Puis c'est quelque chose qu'on voit dans l'histoire, en fait, quand les différentes couches de la classe ouvrière s'unissent, quand les gens en viennent à lutter ensemble contre le même ennemi, on finit par transformer, en fait, les rapports qu'on a entre nous, puis on commence à se voir de plus en plus comme des camarades, en fait. Et donc, une autre militante bolchevique, une militante socialiste que vous connaissez peut-être pas, en fait, ça c'est ce qui est intéressant, c'est la femme derrière le grand homme, en fait, la femme de Lénine, Nadezhda Krupskaya, qui n'était pas seulement la femme de Lénine, en fait, elle était une militante bolchevique, militante socialiste des premières heures. Elle a eu un rôle hyper important dans la construction du mouvement marxiste au tout début, en fait, du 20e siècle, puis par la suite avec la Révolution russe. Krupskaya, à son époque, voyait concrètement comment, en fait, la lutte unie des travailleurs avait un potentiel, en fait, de changer la mentalité des travailleurs. Elle disait
la signification des mots « un pour tous et tous pour un » devient toujours plus claire pour la travailleuse. Lorsqu'il y a des confrontations avec la direction, elle voit que ses camarades sont toujours prêts à la défendre et elle est toujours prête à les défendre. Les mêmes conflits lui exposent le fait que lorsqu'elle est seule, elle est faible, mais qu'elle cesse d'être faible lorsqu'elle agit avec ses camarades. Elle tend de plus en plus à reconnaître que l'unité est la force. Je pense qu'on peut ajouter à ce que Krupskaya disait qu'en même temps, en fait, c'est un peu la même chose pour non seulement les travailleuses femmes, mais aussi leurs confrères masculins qui peuvent aussi voir dans la pratique que, ultimement, toute forme de sexisme, d'idées un peu rétrogrades, ça nuit concrètement, en fait, à l'unité de tous les travailleurs dans la lutte. Et ce que les marxistes nous expliquent, c'est que en luttant pour la transformation révolutionnaire de la société, on peut parvenir à se servir de ce levier-là pour mettre de l'avant la lutte contre l'oppression. Et donc, évidemment, on va soutenir toutes les réformes qui puissent éliminer les barrières auxquelles font face les groupes opprimés, notamment les femmes, par exemple. Mais tout en disant ça, on va souligner le caractère, justement, temporaire des réformes sous le capitalisme. Le capitalisme est dans une période de déclin aujourd'hui et nécessite des coupes, nécessite de l'austérité quand il est en crise, comme en ce moment. Et ces coupes-là vont frapper de manière disproportionnée les couches les plus opprimées de la société. Et donc, c'est pour ça qu'ultimement, l'émancipation ne va pas être possible si on reste dans le confin du système capitaliste. Et donc, pour nous, il ne peut pas y avoir de lutte pour le socialisme qui ne soit pas en même temps une lutte pour la libération de toutes les formes d'oppression. C'est aussi ça qu'on explique. Mais ultimement, le socialisme, c'est ni plus ni moins qu'une société où la production peut être gérée par les travailleurs pour répondre aux besoins réels de la population, non pas pour le profit de quelques-uns. Et lorsqu'on n'est plus, justement, on n'est plus forcé, en fait, de rivaliser pour des emplois, pour l'éducation, pour des places en garderie, pour de la nourriture, pour des logements abordables, la façon dont on entre en relation avec les autres est assez différente, en fait, puis peut changer vraiment de manière assez fondamentale. Et pour comprendre le potentiel immense d'une révolution socialiste pour l'émancipation des femmes, on peut se tourner justement vers les avancées qui vont être rendues possibles avec la révolution russe en 1917. Puis après, dans les premières années de la Révolution, on a vu plusieurs avancées majeures, notamment en 1920, on va légaliser l'avortement. Je ne sais pas si vous vous souvenez au Canada, en quelle année on a légalisé l'avortement. Décriminaliser l'avortement, je pense en 1989, quelque chose comme ça. Donc on est assez à l'avant-garde ici. Et la même année, en 1920, on va légaliser le mariage homosexuel. Une autre avancée assez fulgurante. Et même un homme ouvertement homosexuel, donc M. Tchitcherin, comme on l'appelle, mon russe, c'est pas très bon, va être ministre des Affaires étrangères à l'époque. Donc c'est assez impressionnant. Puis aussi, chose importante, en fait, très très importante, ce qui va se passer dans les premières années de la Révolution russe, c'est qu'on va mettre l'accent sur la socialisation du travail domestique. Et donc, on va créer beaucoup de services publics, notamment des cantines, de cafétérias, des buanderies, des garderies aussi, pour enlever cette charge-là qui est traditionnellement un double fardeau qui s'impose sur les femmes. Et donc, par-dessus tout, ce que la Révolution russe va montrer, c'est qu'une révolution socialiste, en pratique, peut en faire beaucoup plus pour les couches opprimées que quelques petites réformes qu'on voit par-ci, par-là, sous le système en ce moment, puis qui souvent sont tout le temps menacées d'être enlevées. Mais peut-être pour mettre un petit grain de sel là-dessus, les conditions matérielles d'une société limitent parfois les potentialités d'émancipation sociale. Et ce qu'on va voir en Russie, c'est qu'avec la pénurie et avec les conditions de misère généralisée que va connaître l'URSS, notamment après l'envahissement de 21 armées impérialistes lors de la guerre civile, c'est un autre épisode, je vais en parler une autre fois. Après ça, on va se ramasser dans une situation économique complètement désastreuse. Ça va être l'arriération et l'isolement complet de la Russie, suite aussi à la défaite des révolutions en Europe.
autre sujet dont on n'a pas le temps de parler. Mais avec tout ça, ce qu'on va voir, c'est que ça va être hyper difficile, en fait, de maintenir les services publics, maintenir les services sociaux. Puis, ça va être les femmes qui vont être les premières affectées par ça, qui vont être obligées de revenir, si on veut, à la maison, puis faire les tâches dont elles avaient été libérées avec les acquis de la Révolution. Donc, on peut voir comment la transformation des conditions matérielles a un impact hyper important dans les possibilités d'avancer pour l'émancipation ou justement les possibilités de recul. Mais le contexte qu'on avait en URSS est vraiment assez différent de ce qu'on a aujourd'hui, donc on n'est plus dans un contexte arriéré comme à l'époque. Et je dirais, je vais terminer là-dessus, que malgré tout ça, c'est certain qu'on ne pense pas là, que demain matin, on fait une révolution et en claquant les doigts, tout va être fantastique. Il n'y aura plus de discrimination, il n'y aura plus d'oppression, il n'y aura plus de sexisme. Évidemment, c'est pas ça qu'on dit, mais je pense qu'on peut voir en fait que le socialisme offre des possibilités concrètes pour l'émancipation des femmes, donc une économie planifiée, sous contrôle démocratique des travailleurs et travailleuses, peut mettre fin à la pénurie, au chômage, à la pauvreté, et on va pouvoir utiliser les immenses ressources qu'on va avoir, qui ne seront plus dans les poches de quelques patrons, pour satisfaire les besoins de tout le monde. Puis je pense qu'à travers tout ça, on peut être assez optimiste, justement, du fait qu'en nous libérant du système économique barbare qui nous a servi, il y a des possibilités pour qu'une nouvelle société émerge, une société qui puisse nous libérer non seulement de la barbarie économique, mais aussi qui puisse nous permettre de retrouver des rapports plus sains les uns envers les autres et de redécouvrir une nouvelle humanité, parce que les femmes, les hommes et tous les opprimés vont pouvoir être enfin libérés.